Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La crise sanitaire que nous vivons en ce moment met plus que jamais en lumière l'importance de notre système de soins de santé, mais aussi ses failles. C'est l'une des leçons que l'on devra tirer de cette crise. La santé doit être replacée au cœur de notre société et ça passera par une meilleure écoute des premiers concernés, le personnel soignant bien évidemment, mais aussi les patients, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap, les aînés. Des patients qui se sont sentis abandonnés ces derniers mois, qui ont vu leurs soins reportés, qui ont vu leurs droits bafoués parfois, malgré la bonne volonté du personnel médical. Alors, la pandémie, elle est loin d'être derrière nous. Preuve en est ces masques que nous porterons désormais pendant toute l'émission, par respect pour les mesures sanitaires. Alors, pour parler des soins de santé, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pascal Laby. Alors déjà, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Union nationale des mutualités socialistes Solidaris. Solidaris, donc, c'est une mutuelle qui représente 1,3 million d'affiliés. Et vous venez de lancer une pétition sous forme d'appel au nouveau gouvernement pour qu'il tienne ses promesses en matière de santé et qu'il réinvestisse massivement dans ce secteur. Et nous accueillons aussi Fabrizio Contelli. Bonjour. Vous êtes directeur de la LUS, la Ligue des usagers des services de santé, qui fédère 80 associations de patients et de proches. Des usagers qui crient aujourd'hui haut et fort pour que ça n'arrive plus, entendez nos voix. Alors, je propose que l'on entre directement dans le vif du sujet en donnant la parole à des patients qui sont vraiment directement touchés par ce qu'on vit aujourd'hui. On va entendre Francis et Viviane. Lui est atteint de la maladie de Parkinson. Elle souffre d'un cancer et ils nous expliquent leur réalité du Covid aujourd'hui. Elle m'a dit que c'était meilleur. La difficulté, c'est déjà au départ de l'angoisse de ne pas attraper le Covid. Ça, c'est déjà la première chose. Bien que j'ai rencontré des personnes pendant mes chimios qui ont eu les deux, qui s'en sont très bien tirées, mais qui avaient une forme pas trop grave. Bon, donc ça joue aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça entraîne ? Disons que dans mon cas, je souffre d'un myélome multiple qui a été détecté formellement au mois de septembre. Et j'avais commencé des examens au mois de janvier. Au départ, c'était pour un problème de mal de dos. Et finalement, ce problème n'a pas été traité parce qu'on a jugé que ce n'était pas urgent dans la crise Covid. Donc quand on a repris des examens, il était un peu tard. Hier, quand j'ai conduit mon épouse, on ne voulait pas me laisser rentrer. J'ai dit, écoutez, je l'accompagne parce qu'elle n'est pas bien, elle risque de faire une chute, etc. On m'a dit, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas. J'ai simplement dit, si elle tombe, qui est responsable? Qui va payer? On m'a dit, rentrez, monsieur. Par contre, aujourd'hui, on m'a dit, vous allez où? On va tel service, on va rentrer comme ça. Vous voyez? Mais ça, c'est en période de Covid, ces histoires de garde et de contrôle. En période de non-Covid, il y a d'autres problèmes que j'ai pu remarquer, parce que j'ai eu de graves opérations aussi. C'est qu'à partir de certain âge, vous êtes considéré comme gaga. Bon. Si vous ne vous défendez pas, on vous laisse dans le coin, on ne s'occupe pas de vous. On parle de la médecine à deux vitesses, mais là c'est de la médecine à deux âges plutôt. Et c'est pour ça que j'insiste souvent pour que les patients, les malades, connaissent bien leurs droits. Le droit des patients, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas parce qu'on est devant un médecin qu'il faut se sentir traumatisé. Il ne faut pas avoir le trac devant un médecin. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont gardé un air paternaliste. Et des gens qui considèrent toujours le médecin comme le bon Dieu. Mais il faut bien se rendre compte que pour être bien soigné, il faut être bien écouté. Il faut que le médecin vous connaisse à fond. Quand tu as commencé à avoir mal, on a dit c'est le dos, c'est la hanche. C'est un lumbago. C'est un lumbago. Jusqu'au moment. On a fait des infiltrations qui n'avaient pas lieu d'être. Jusqu'au moment où on a trouvé quelqu'un qui s'est douté de quelque chose, qui t'a écouté pendant 1h30, qui t'a posé des questions. Oui, il y a eu trois médecins qui se sont mis ensemble. Là, ça a été bien fait, mais avant, un peu tard. Oui, un peu tard. J'ai perdu 6 mois de traitement. Et ça, c'est un effet Covid aussi. Puisque si on avait continué les examens en janvier, j'aurais probablement fini mes chimios maintenant. Voilà.
Alors, Fabrizio Contelli, report de soins, diagnostic tardif, manque d'écoute, des témoignages comme ceux-ci, vous en avez récolté beaucoup à la LUS? Oui, effectivement. Donc, avec les associations de patients et de proches, assez tôt, quand la crise a émergé, quand le coronavirus s'est installé, assez rapidement, on a eu des appels téléphoniques, on a eu des témoignages sous différentes formes et sur plusieurs questions. Et la question de la rupture, de la continuité des soins, des diagnostics tardifs, du parcours de combattants, tel que Viviane et Francis viennent de l'expliquer, ce sont des témoignages très concrets et qu'on a aussi eu l'occasion de répertorier dans le cadre d'un plaidoyer, puisque c'est effectivement des choses qui sont dans la vie quotidienne des patients, et l'idée c'est aussi de relayer ce qui se vit sur le terrain pour que effectivement ça ne puisse plus arriver. Alors Jean-Pascal Laby, peut-être une réaction aussi par rapport à ces témoignages. Vous-même, au niveau de Solidaris, vous aviez fait une enquête au mois de juin où on voyait qu'effectivement, une grosse partie des patients avaient vu leurs soins reportés. Qu'est-ce que ça vous amène comme première réaction quand vous entendez ça? Je veux dire, on n'est pas surpris de ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Nous allons, dans les jours qui viennent, sortir une autre enquête sur le report de soins, mais sur une période plus longue, de 2015 à 2020. Donc c'est sur 5-6 ans, et la situation s'est bien aggravée. Elle s'est notamment aggravée pour des catégories particulières, les femmes en général, familles monoparentales, et d'autre part les personnes plus précarisées qui ont dû reporter des soins. La situation actuelle, évidemment, n'améliore pas les choses. Pour prendre un exemple, au CHU de Liège, on opère en moyenne 4 cœurs par jour. Aujourd'hui, on est à 1 cœur par jour. Ça ne veut pas dire que les 3 autres se portent mieux. Et vous pouvez reprendre ça sur les transplantations, sur les cancers, sur beaucoup d'autres maladies. Notre système de santé est un excellent système de santé, mais on va y venir, j'imagine. Il n'était pas préparé à une pandémie comme celle-ci, qui mobilise beaucoup de lits d'hôpitaux. Et on risque d'avoir effectivement des impacts à long terme. Alors, en fait, au niveau de la Ligue des usagers de soins de santé, vous avez rédigé un plaidoyer. Chez Solidaris, vous lancez aujourd'hui une pétition. Et j'ai envie de dire que le point commun entre les deux, c'est le fait que pour vous, il faut redonner du pouvoir aux acteurs de la santé. C'est essentiel pour vous, Jean-Pascal Laby? C'est crucial. La législature précédente a massacré la concertation sociale. Donc, ce n'était pas quelque chose que De Blok intégrait du tout dans ses priorités. Et donc, les acteurs de terrain, notamment au sein de l'INAMI, les prestataires de soins, les hôpitaux, les mutualités, etc., ont eu peu droit au chapitre dans la politique qui a été menée par Mme De Blok. Je pense qu'avec M. Van den Broek, on va avoir une toute autre approche et certainement aussi des liens avec les usagers à proprement parler. Hein. Donc c'est complémentaire et c'est certainement pas antagoniste. Donc, mais il faut vraiment, si on veut adapter notre système de santé, que les acteurs le construisent eux-mêmes. Ça me paraît essentiel. Sinon, on ne saura pas adapter notre système de santé. Et ça a d'ailleurs été un des grands problèmes auxquels Mme De Blok a été confrontée. C'est vrai que du coup, les acteurs, pour vous, vous le dites, hein, ils font indéniablement partie de ces acteurs, ces patients font indéniablement partie des acteurs de la santé. Il faut les reconnaître pour leur expertise, parce qu'eux-mêmes ont une expertise de vécu en tant que patients. Oui, c'est vrai que le vécu, le fait de passer par une expérience compliquée, que ce soit lié à des enjeux de santé mentale, lié à une maladie chronique, maladie rare aussi, ça donne aussi un savoir-faire, ça donne aussi une certaine sensibilité par rapport à ce qu'on peut attendre en tant qu'usager, en tant que patient. Et puis plus largement, ça donne un regard souvent nuancé et critique sur le système de santé, sur ce qui ne fonctionne pas de manière très quotidienne, que ce soit au niveau du médecin généraliste, que ce soit au niveau de l'hôpital, que ce soit au niveau de la pharmacie, que ce soit au niveau du système de santé. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que l'idée que le patient soit vraiment considéré comme un acteur à part entière, ça fait maintenant depuis 20 ans que la LUS existe, ça fait 20 ans qu'on le met à l'avant-plan. Suite notamment à la loi sur les droits du patient de 2002. Et effectivement, Francis, dans le reportage, le signale de manière très pertinente, c'est la question des droits fondamentaux et en particulier la question des droits du patient de 2002. Ce sont des droits qui sont vraiment directement en relation avec le mouvement des patients, le mouvement des usagers et des associations de patients. Pourquoi ? Parce que c'était l'idée, à ce moment-là, d'accorder des droits
aux patients de manière à favoriser un dialogue avec les prestataires de soins. Quand on parle de consentement éclairé, quand on parle de soins de qualité, quand on parle d'avoir accès à son dossier, quand on parle de pouvoir, le cas échéant, quand ces droits ne sont pas respectés, porter plainte auprès d'un service de médiation dans les hôpitaux, ce sont véritablement des balises extrêmement utiles de manière générale en temps de non-crise, mais en particulier quand il y a une crise aussi fondamentale qu'on vit aujourd'hui, ce sont des balises extrêmement utiles pour savoir comment dialoguer, comment informer sur les droits, sur les aides et sur la santé de tout un chacun. Alors, Jean-Pascal Laby, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on vante souvent le système de soins de santé en Belgique. On dit que c'est l'un des meilleurs au monde. Alors pourtant, cette crise, elle a quand même été un peu un révélateur. Comme dans beaucoup de cas, on voit que c'était un révélateur d'inégalités sociales, mais c'est aussi été révélateur des failles de notre système de santé. Vous le disiez, un système qui n'était pas prêt parce qu'on l'avait déjà trop détricoté à force de vouloir faire des économies. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, il faut être objectif. Je veux dire, bien sûr que le sous-financement du système de santé a été une des causes essentielles. Il suffit de prendre 2 chiffres. Hein. La croissance du budget avec Mme De Blok, c'est 1,5 % par an. La croissance des dépenses, c'est 2,5 %. Il ne faut pas être grand mathématicien pour comprendre qu'il y a là un problème et que donc à un moment donné, il faut faire des économies. Évidemment, aucun système de santé au monde n'était préparé à une pandémie comme celle-là. Ça pose un autre problème sur le rôle de l'État, qui est toujours un État qui est beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif. Donc on intervient toujours après, ça coûte beaucoup plus cher, alors qu'on pouvait, à un moment donné, prévoir ce genre de choses. On avait déjà eu quelques signaux d'alerte, le SRAS ou H1N1, etc. Donc on avait quelques éléments qui permettaient de... C'était compliqué, évidemment, de prévoir ça, mais c'est le grand défi de demain. C'est quoi l'hôpital de demain pour faire face à ce genre de pandémie? Parce que ne nous leurrons pas, on ne sait pas comment ce virus est apparu, on ne sait vraisemblablement pas comment il va partir, mais on vit dans un monde qui produit ce genre de virus. Alors on n'en aura peut-être plus avant 10 ans, mais prévoyons le système de demain. Qu'est-ce que vont devenir les maisons de repos? Il faudra probablement trouver un autre mot que celui-là. Le domicile, qui a évidemment un rôle extrêmement important, et puis un certain nombre de maillons de la chaîne qui n'existent pas aujourd'hui. Et on voit qu'on essaye de créer des unités en dehors des hôpitaux pour sortir des patients aujourd'hui qui sont moins atteints ou en voie de guérison pour permettre aux hôpitaux de faire face à cela. Donc c'est tout ce système-là qu'il va falloir repenser demain, et il faut le penser en le centrant sur le patient. Ça, c'est l'élément majeur pour moi, le grand défi du système de santé de demain. Oui, alors vous parliez d'économie. C'est vrai qu'il y a eu plus de 3 milliards d'économies réalisées dans les soins de santé au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement promet plus ou moins la même chose, 3 milliards d'investissements. On pourrait dire que c'est un retour à l'équilibre, tout va bien, ou finalement, tout ne va pas si bien que ça, il faudrait plus que ça. Dans le contexte actuel, nous avions prévu, ou en tout cas demandé, revendiquer une norme de croissance du budget, donc une augmentation annuelle du budget de 2,5 % à 3 %. On a 2,5 % plus 1,2 milliard pour notamment financer les blouses blanches ou la santé mentale. J'imagine qu'on viendra sur la santé mentale dans un instant, parce que c'est vraiment un des grands défis, à mon avis. Et ce deuxième confinement va être très très lourd en matière de santé mentale. Donc avec ce qu'on a obtenu, on va pouvoir en tout cas réparer les dégâts qui ont été occasionnés sous la législature précédente. Il n'y a pas des marges majeures pour pouvoir développer de nouvelles politiques, il faudra les créer au cours de la législature. Et c'est notamment le cas, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. Il faut quand même savoir que sous la législature précédente, l'industrie pharmaceutique, on lui a fait des cadeaux à hauteur de 800 millions d'euros. Il faut quand même le dire, ça. C'est-à-dire que tous les autres secteurs ont respecté leur budget, sauf l'industrie pharmaceutique. Donc il faudra prendre des mesures sur ce plan-là. Mais on n'aura pas des marges immenses que pour pouvoir adapter le système de santé. Il faudra les créer, il faudra les trouver. En fait, on considère toujours la santé comme étant un coût. Il faut évidemment voir ça comme étant un investissement dans la santé. Comme l'a dit, et je partage entièrement le propos de Frank van den Broek, vous n'aurez pas une économie florissante si vous avez une santé publique qui est à la ramasse. Il faut que la santé publique soit au cœur de toutes les politiques qui sont développées pour avoir demain une économie qui redeviendra florissante et qui permettra de redistribuer la richesse produite, parce que ça, c'est un autre débat également. Alors peut-être juste un mot, Fabrizio Contelli, là-dessus, parce qu'on parle budget. C'est vrai que vous, une des choses que vous demandez notamment, c'est de revaloriser notamment le rôle des associations de patients et de proches, et en les finançant aussi, parce que vous estimez qu'elles ont un rôle crucial à jouer, et encore plus maintenant qu'avant peut-être.
Oui. Donc, ce sont des acteurs importants et de manière générale, elles contribuent aussi à la vie associative, au monde associatif. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, s'associer, se regrouper, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est apparu, c'est que par rapport à la pandémie, il y a certaines associations qui ont été plus résilientes, qui ont maintenu des activités d'écoute à distance, qui ont maintenu certaines séances d'information. Mais il y en a un grand nombre pour lesquels la situation de la première vague était extrêmement compliquée. Donc beaucoup de membres d'associations sont en train de se poser des questions là aujourd'hui, notamment parfois pour des raisons plus administratives ou légales par rapport à comment gérer mon association sans but lucratif, comment organiser une assemblée générale, revoir les statuts par rapport à les réformes du code des sociétés et des associations. Mais sans aller dans le détail, effectivement, on est face à un momentum, quoi. Donc ça veut dire qu'ici, il y a toute une série de personnes, et Francis et Viviane ont témoigné au début de l'émission, mais qui sont là à la limite. Et ce qui est par contre encourageant, c'est qu'on a des signaux d'une plus grande ouverture. Donc je prends l'exemple du nouveau gouvernement fédéral. On a parlé de santé mentale tout à l'heure. Il est question d'investissement de 200 millions par rapport à ces enjeux-là. Et il est question de concerter les associations de patients. Pour que, par exemple, les personnes concernées soient encore plus dans une, on va dire, ouverture par rapport aux soins de santé mentale. Donc, il y a vraiment des défis extrêmement importants. On l'a dit dans le cadre d'un plaidoyer face à des acteurs politiques. On a eu l'occasion de le dire lors d'une audition au Parlement wallon lors de cette commission spécifique Covid. On l'a dit en direct à Maggie de Bloch quand elle était ministre de la Santé. Et on continue à alerter, que ce soit le commissaire coronavirus Pedro Facón ou le nouveau ministre Frank van den Broek. Alors, bon, restons sur la question de la santé mentale, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est un enjeu majeur des prochains mois, mais j'ai envie de dire des prochaines années. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans votre plaidoyer donc de la LUS, que vous avez d'ailleurs présenté au Parlement wallon lors de la commission d'enquête sur la manière dont on a géré la crise au niveau wallon. Mais ça se retrouve aussi dans la pétition que vous avez lancée au niveau de Solidaris, donc la pétition Restons solidaires. Et vous nous dites dans cette pétition, Jean-Pascal Laby, qu'un Belge sur 5, par exemple, n'a pas accès à des soins de santé mentale faute d'argent. Donc en tout cas, c'est des soins qui ne sont pas jugés prioritaires peut-être pour toute une série de personnes. Oui, il y en a d'autres chez les médecins spécialistes également, ou voire même pour les médicaments, mais la santé mentale est un peu le parent pauvre, effectivement, alors que c'est un problème, je pense, majeur, mais c'est un peu une maladie, entre guillemets, invisible, et qui n'est pas nouvelle, elle n'est pas apparue avec le Covid, elle était déjà présente avant, on a sorti un certain nombre de thermomètres, notamment sur le stress au travail, des choses de ce type-là. Donc le problème de la santé mentale doit être pris réellement à bras-le-corps aujourd'hui. Il faut à la fois informer et sensibiliser la population, et c'est ce qu'on est occupé à faire, notamment au travers de la VIC, pour permettre aux gens d'avoir accès à ces soins de santé mentale, et puis évidemment les rendre accessibles sur le plan financier également. Donc à la fois l'information et la couverture des coûts pour que les patients puissent se soigner. Mais c'est vraiment un vrai problème, je pense, extrêmement important, et je crains que l'année prochaine, quand on va sortir de ce reconfinement, on voit apparaître vraiment d'énormes problèmes de santé mentale. Alors on va continuer à parler de l'après-crise, mais je voulais quand même revenir sur la situation actuelle. À l'heure où on enregistre notre émission, c'est encore, on peut dire que la situation est encore catastrophique dans les hôpitaux. Et vous, Fabrizio Contelli, vous êtes membre de la commission des droits du patient. Et cette commission, elle a été consultée parce que certains hôpitaux se demandent clairement sur quelle base ils vont devoir trier les patients. C'était un peu la hantise lors du premier confinement, mais aujourd'hui, on se pose clairement la question. Oui, donc la situation est extrêmement grave pour le personnel soignant. Là, effectivement, la demande vient du monde hospitalier liégeois, qui vit vraiment une situation, ça a été dit tout à l'heure, une situation vraiment de grandes difficultés. Et donc, ils ont adressé un courrier à la Commission fédérale droits du patient, d'une part, et aussi à la Commission de bioéthique, avec la question suivante, c'est comment est-ce qu'on peut faire une gestion, à partir de quels critères peut-on sélectionner les patients dans une situation de pénurie de place, d'un manque de place.
Et donc la commission de droits du patient, ici, a eu l'occasion d'y réfléchir de manière très précise, mais le propre de cette commission, c'est vraiment de mettre en avant les droits du patient et de voir comment est-ce qu'ils peuvent être véritablement mis en application ici, le cas échéant. Donc, notamment cette question de l'information, du consentement, des choses importantes. Quand on voit par exemple qu'on transfère des patients sans leur consentement, on peut tout à fait comprendre, mais en même temps ça manque peut-être d'informations quand on les transfère en Allemagne. J'imagine que leur donner une information claire et précise, c'est quand même très utile. Oui, une information claire et précise, une personne de contact, un numéro de téléphone, un suivi, peut-être renforcer aussi, le cas échéant, les services de médiation dans les hôpitaux, renforcer les services sociaux, de mettre à l'avant-plan des services comme les médiateurs interculturels. Et donc là, il y a toute une série d'acteurs de premier plan au sein des hôpitaux et en dehors d'hôpitaux qui pourraient beaucoup plus être soutenus. Sur la question des transferts, ça met aussi en avant la question de la solidarité. Solidarité entre hôpitaux, entre régions et entre États pour faire face à cette situation grave. Donc peut-être qu'aussi, il faudrait regarder cet enjeu-là au niveau européen. Ouais. Alors on va continuer à parler de solidarité dans un instant, mais je voudrais juste donner une dernière fois la parole à une association de patients, parce qu'on parlait de mots invisibles. Quand on parle de santé mentale, c'est clair, c'est des choses qui ne sont pas visibles directement. Et là, on a rencontré un autre patient pour qui, finalement, le mal est invisible, mais qui vit un véritable confinement et qui, même en période de déconfinement, eh bien, c'est compliqué. Il représente l'association des malades de la maladie de Crohn ou de la rectocolite ulcéro-hémorragique, donc aussi appelée colite ulcéreuse. Donc ce sont des personnes qui, déjà en temps normal, ont vraiment beaucoup de difficultés. Vous allez le voir, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les symptômes sont essentiellement des douleurs intestinales en période de crise et de la fatigue, ainsi que des diarrhées qui peuvent être très, très intenses, au point qu'il y ait des besoins urgents et fréquents. Les personnes qui souffrent de diarrhée chronique et qui doivent aller à la toilette entre 15 et 20 fois par jour, déjà ont tendance à rester chez elles parce que là, elles sont sûres d'avoir des toilettes disponibles. Et si elles se déplacent, il faut tout un état d'esprit. Savoir si à l'endroit où je vais, il y a des toilettes, d'une part, et savoir si sur le chemin qui permet d'y arriver, il y a aussi des toilettes. Pour faciliter les choses, l'association dispose d'une carte qu'on appelle la carte urgence toilette et qui permet aux détenteurs soit d'entrer dans un bar ou dans un café-restaurant et utiliser les toilettes sans devoir consommer, soit s'il y a une file dans des toilettes publiques comme par exemple des cinémas, des gares, des magasins, il a priorité, il peut passer devant tout le monde. Malheureusement, en période de confinement et même de déconfinement, dans un moment où le virus est présent et on a toujours cette idée de devoir désinfecter, les personnes qui ont des toilettes publiques doivent les désinfecter plus souvent et certaines préfèrent carrément les fermer, ce qui évidemment est tout à fait contre-indiqué pour nous, en tout cas pour les personnes qui souffrent de diarrhée chronique. Voilà, donc là c'est un des mots finalement invisibles et d'ailleurs afin de mieux faire connaître cette maladie, une nouvelle carte Passe Toilette va voir le jour d'ici quelques semaines et il y aura toute une promotion qui sera faite auprès des commerçants notamment pour que ce soit mieux connu. C'est un élément, enfin voilà, ici c'est un exemple concret, mais c'est vrai que c'est l'idée que voilà, beaucoup de patients finalement ont des difficultés quotidiennes dont on ne se rend pas toujours compte. Oui, donc des difficultés régulières, multiples et variées. Et en même temps, on le voit, les membres d'associations n'en restent pas là. Ils témoignent, ils ont des propositions ici, ils organisent des séances d'information. Ils ont bien souvent aussi un comité scientifique pour aussi valider des informations parfois médicales assez sensibles. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'idée, c'est de les rendre aussi un peu plus visibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vivent ces situations et qui sont souvent isolées, désemparées, et ici avec une logique, on va dire, de coopération, d'entraide, d'écoute mutuelle, bien souvent, on se sent un peu plus fort. Oui. Alors Jean-Pascal Labie, pour voilà, prendre un peu de hauteur peut-être pour terminer l'émission, je pense qu'un de vos credos, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui il faut il faut vraiment un mouvement social puissant. On voit que les patients peuvent faire partie de ce mouvement social. Il faut, ce que vous dites, un front social, économique, environnemental, démocratique. C'est ça qui va nous permettre de sortir par le haut de cette crise.
Oui, c'est clair, parce que tous ces enjeux-là sont cruciaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient démocratiques et même économiques d'ailleurs. Hein. Tous ces enjeux sont absolument cruciaux. Il y a un point sur lequel je voudrais aussi insister. Quand on construit un système de protection sociale et donc de soins de santé, il y a un objectif qu'on oublie souvent de dire, alors que c'est normalement le premier objectif. Bien sûr, c'est de rendre des soins accessibles, une pension vivable, etc. Mais un grand objectif des systèmes de soins de santé et de protection sociale, c'est la cohésion sociale. Et je mets ça à la lumière de ce qui est en train de se passer pour le moment aux États-Unis, où vous voyez une société qui est en train d'exploser, tous les codes sociaux sont explosés, une fragmentation, on vit en archipel en réalité. Or, la protection sociale, c'est vraiment la cohésion, c'est tout le monde fait aventure humaine, les uns avec les autres. Et je crois que c'est vraiment un élément essentiel qu'il faut encore et encore rappeler. Nous l'avons fait tout au long de la législature et bien avant déjà, on le fera aujourd'hui encore et demain, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional. Je veux aussi saluer le courage aujourd'hui d'un député européen qui s'appelle Pierre Larrouturou, qui a mené et qui est en train de mener une grève de la faim parce que les transactions financières ne sont pas taxées. Ça pourrait rapporter 50 milliards au budget européen et aujourd'hui, on est encore à se poser la question de savoir s'il faut taxer ou pas. En fait, on parle de vie humaine. Hein. On ne parle pas ici d'une machine qu'on va mettre à la casse. On parle de personnes qui sont atteintes dans leur chair, qui risquent leur vie pour le personnel soignant. Et je salue le personnel soignant des hôpitaux, des maisons de repos, mais n'oublions pas celui du domicile, ces aides familiales qui sont absolument formidables et remarquables quand elles se déplacent parfois au péril de leur vie, comme les infirmières à domicile ou dans les institutions spécialisées. Tout ce personnel-là mérite du respect aujourd'hui. Et quand on ne veut pas refinancer le système de soins de santé, on ne respecte pas ces gens. La santé est quelque chose de crucial qui doit être au cœur de la société dans laquelle on vit. Avec un État aussi derrière qui soutient, c'est un État social, un vrai pacte social. Il faut un État qui est à la fois régulateur, qui fixe les règles du jeu, c'est pas lui qui fait tout, mais il fixe les règles du jeu, qui est dans le préventif et qui est en capacité de gérer les grandes crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient environnementales ou qu'elles soient migratoires, par exemple. Ça, le rôle de l'État, c'est la mère de toutes les questions pour moi. Quel État voulons-nous demain? Est-ce qu'on veut un État affaibli, comme certains le préconisent aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut un État qui joue son plein rôle, c'est-à-dire qui protège l'ensemble de la population, et donc qui permet des soins de santé de grande qualité et accessibles? C'est ça vraiment l'enjeu de notre société aujourd'hui. Oui, donc avec, je le disais, effectivement, ce pacte social écologique, ça fait déjà 2 ans, je pense, au niveau de Solidaris, que vous réclamez ce pacte social. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité. C'est ça qui recréera de la cohésion aussi, de la cohésion économique, de la cohésion sociale, de la cohésion environnementale et de la cohésion démocratique. C'est pour moi essentiel. Ben merci en tout cas à tous les deux. Je rappelle donc la pétition de Solidaris, c'est sur www.restonsolidaires.be et toutes les informations sur les associations de patients, sur votre plaidoyer, c'est www.lus.be. Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.